Quand on dev, on ne fait pas que créer des bugs. Nous créons aussi des applications, des services qui sont souvent essentiels à l'entreprise. Et à une époque où quasiment toutes les entreprises reposent sur une app, nous pouvons être au cœur du réacteur. Mais alors, si nous sommes au cœur du réacteur, pourquoi ne pas être aussi la première étincelle? Quels sont les pièges de l'entrepreneuriat dans lesquels les devs tombent à chaque fois? Et surtout, sommes-nous le seul cœur nécessaire? Pour répondre à ces questions de genèse, je ne reçois pas Dieu, mais elle s'y connaît en création. Marion, bonjour. Salut Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Marion, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Marion Félix. Je suis développeuse et cofondatrice de Mapleur. Donc Mapleur, on accompagne les développeurs francophones dans leurs projets pour venir au Canada et on les accompagne sur toutes les étapes de la recherche d'emploi à l'installation. Ok. Du coup, cette notion de création d'entreprise, juste pour situer un petit peu le paysage, Mapleur, c'est ta première création d'entreprise ou c'est là, je sais pas combienième sur différents postes. Enfin, tu vois, comment est-ce que cette graine entrepreneuriale date de quand chez toi? Ça, c'est une trop bonne question, mais en fait, je crois que ça date de toujours. Mais depuis que je suis dans les études, en fait, j'ai toujours voulu créer des choses. J'ai essayé de créer plein de petits projets, on va dire, qui n'ont pas forcément abouti là où j'avais envie qu'ils aillent. Mais en gros, en termes de projets entrepreneuriaux, il y a Mapleur actuellement, et juste avant Mapleur, donc j'ai créé une application mobile pendant 3 ans qui s'appelait 20 Flips. Donc on va dire que ces deux expériences sont mes plus grosses expériences entrepreneuriales. Tu as eu le même rôle sur les deux, sur les deux créations? Tu étais à chaque fois du coup le CEO ou tu as eu des rôles différents? Non. Alors moi, je suis pas CEO de Mapleur. CEO de Mapleur, c'est Maxime qui est le cofondateur. Moi, chez Mapleur aujourd'hui, donc je suis la cofondatrice, mais je suis la responsable, donc la head of people et la head of marketing. Et Maxime, lui, est responsable, donc CEO et responsable justement des développements des affaires. Mais ça, je vais vous l'expliquer comme quoi ça a eu un impact hyper positif, justement, cette association-là, versus l'association que j'avais eue dans l'autre entreprise. Ou justement chez 20 Flips, donc mon ancienne expérience entrepreneuriale, on était deux justement associés. On était tous les deux, on va dire, développeurs, responsables, parce que c'était vraiment une application. Donc, on était vraiment deux tech. Et chez 20 Flips, j'avais ce rôle de CEO que j'ai pas forcément pu que j'ai pu expérimenter parce que c'est pas allé vraiment là où on avait envie que ça aille. Ok. Alors du coup, tu me tends une perche à me parler de cette différence d'avoir eu un associé dev et un associé non dev aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, il y a une nécessité d'avoir une complémentarité des rôles entre les fondateurs ou les fondatrices ou est-ce que pour toi, le point, il est plus précis, c'est-à-dire il faut quelqu'un de tech et quelqu'un de non-tech. Il faut une espèce alors je vais pas dire de contrepoids, tu vois, mais une complémentarité peut-être plus spécifique que juste des personnalités complémentaires. Trop bonne question, mais moi, mon positionnement, il est clair. Il faut clairement des personnes différentes. Il faut des cerveaux différents. Il faut des complémentarités. Pour moi, c'est la diversité qui va faire justement la réussite de l'entreprise. Mais si tu crées une entreprise tech, il faut absolument une personne tech. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, donc il y a vraiment l'association avec une personne tech et non tech. Mais dans tous les cas, il faut une personne tech dans une entreprise tech. Est-ce que ça répond à ta question, Bruno? Dis-moi oui, si c'est pas clair. complètement. Non, je suis complètement d'accord. C'est vrai que quand tu as un projet qui est très orienté sur la tech, c'est important d'avoir un des fondateurs ou une des fondatrices qui le maîtrise. Après, tu vois, se pose aussi la question de
parce qu'au final, alors attends, je vais essayer pareil, pour essayer de recontextualiser. Ouais. Toi, tu n'as pas toujours été entrepreneuse. Tu as eu des postes peut-être de salarié ou en mode freelance. Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de ton parcours avant cette activité entrepreneuriale? Oui, bien sûr. Alors moi, je voudrais bien te parler aussi de mon parcours d'études, parce qu'encore une fois, c'est un parcours qui est, c'est pas atypique, mais en tant que femme de la tech aussi, c'est important. Je pense que j'explique comment je suis arrivée là aujourd'hui, tu vois. En fait, moi, mon réel parcours de développeuse, il a commencé après, on va dire pendant mes études, parce qu'en fait, moi, quand dans mon enfance, j'avais absolument aucune connaissance dans le développement. Je savais même pas vraiment ce que c'était. Moi, à la base, j'ai pris mes études dans l'informatique. Je suis allée en DUT informatique parce que je voulais réparer les ordinateurs. Mais vraiment, hein, je te le dis, moi, j'étais fan de hardware. Quand mon père a ramené le premier ordinateur à la maison, moi, je voulais comprendre qu'est-ce qu'il y avait justement dans le matériel, tu vois. Je suis là, mais c'est quoi cette boîte? Comment ça fonctionne? Et tout ça. Donc, moi, j'étais intéressée par ça. C'est pour ça que je suis allée en études d'informatique. Donc en fait moi j'étais vraiment passionnée par l'informatique dans le sens mais qu'est-ce que c'est quoi mais côté hardware. Donc quand je suis allée en informatique là je me suis rendu compte mince qu'en fait tous mes cours étaient sur du développement, donc là j'étais vraiment en mode mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Et c'est là en fait je suis tombée en amour avec le développement parce que j'ai appris en fait que le développement me permettait de créer des choses et de comprendre justement ce qui se passait autour de moi et comment ça a été fait. Donc c'est ça. Donc après moi j'ai fait une école d'ingénieur où pareil j'ai continué justement dans le développement. Mais pendant mes études, en fait, j'ai compris que le développement me permettait de créer des choses. Et moi j'ai toujours été très curieuse et très créative. J'adore créer des choses. Et donc on va dire que c'est pendant mes études où j'ai commencé à créer des projets. À participer à des startup week-ends et c'est là où je me suis dit ouais moi je veux être entrepreneur parce que c'était la seule manière pour moi en fait de pouvoir créer des choses donc c'est ça et quand j'ai fini mes études ben je suis devenue salariée parce que c'est on va dire le chemin on va dire classique quoi. Classique mais voilà. Donc j'ai été embauchée même avant d'avoir mon diplôme, ça se passe comme ça hein, dans les écoles et donc j'ai rejoint l'entreprise Soprasteria qui était Steria à l'époque je viens de Montpellier où c'était une petite ESN, c'était pas si petit que ça mais c'est vrai qu'à Montpellier c'était une petite agence, c'était très familial, très bienveillant etc. Et j'ai découvert justement le développement dans un aspect très entreprise. Donc là, à l'époque, je travaillais dans des projets de TMA, donc de maintenance d'applications. C'était pas du tout de l'agile comme on peut connaître aujourd'hui. C'était vraiment du cycle en V, etc. Mais c'est hyper intéressant parce que je voyais vraiment comment en fait je pouvais aider des entreprises à développer, à créer leurs outils. Puis après, je suis partie sur Lyon. Donc j'ai été mutée sur Lyon, toujours avec la même entreprise où j'ai rejoint là un projet plus gros, beaucoup plus industrialisé, donc l'entreprise Enedis où on développait justement tous les logiciels pour le déploiement des compteurs Linky. Et là, en fait, j'ai découvert le développement comme c'était vraiment déjà c'était mais tous mes collègues étaient vraiment très doués, très doués. Ils m'ont appris énormément. J'ai appris l'agilité, les nouvelles technologies. Donc là, je faisais du Java à l'époque. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Par contre, tu vois, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'avais les compétences, les connaissances. En fait, parce qu'en Montpellier, je faisais du .NET. Après, là, je faisais du Java. En fait, je me suis rendu compte que, tu sais, la techno, pour moi, c'était qu'un outil pour répondre à un besoin. Tu sais, je pouvais sauter d'une techno à une autre et ça me dérangeait pas d'apprendre des nouvelles technos. Mais tu vois, j'étais un peu bloquée dans ma créativité. J'arrivais pas, tu sais, à m'exprimer et à pouvoir vraiment créer ce que je voulais. C'est pour ça que je me suis dit, l'entrepreneuriat, c'est là où je dois aller. Vraiment pour ma santé mentale, hein, vraiment aussi, parce que j'avais besoin, en fait, tu sais, j'ai un cerveau qui pense beaucoup. J'ai toujours 15 millions de pensées en même temps. Et en fait, je me suis rendu compte que de créer et de pouvoir vraiment me mettre 100% sur un projet, ça m'aidait à être heureuse, en fait. Voilà. C'est intéressant cette notion de ce besoin de création. Parce que tu vois, c'est un truc qui revient souvent dans pourquoi les gens ont choisi une carrière de dev. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est... Alors, c'est surtout vrai dans le dev web. En général, les devs qui ont choisi le dev web, c'est qu'il y a ce côté très, très palpable de ce qu'on produit et surtout que tu peux montrer à tout le monde le site web que tu as créé. C'est-à-dire que n'importe qui un navigateur peut accéder à un site que tu as créé, ce qui est moins le cas effectivement quand tu fais du dev embarqué en aéronautique, dans l'armement, ce genre de choses, bien évidemment. Mais du coup, tu vois, il y a ce côté très,
très concret de ce qu'on fait. Du coup, tu crées un truc et tu le vois et tu peux tester. Et du coup, tu vois, dans cette histoire que tu racontes, est-ce qu'à un moment, tu t'es demandé si il n'y avait pas aussi Parce que quand tu étais chez Sopra, de ce que j'ai compris, tu as travaillé quand même sur des gros projets. Hein, quand on parle de le déploiement des compteurs Linky en France, on imagine que c'est quand même un gros projet. Tu as dû arriver a priori en cours de projet. Donc j'imagine que tu as intervenu sur un morceau de tout ce déploiement-là, on va dire. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, est-ce que j'ai besoin de créer une entreprise ou est-ce que rejoindre un projet où tu peux avoir du coup plus d'impact global sur l'ensemble du projet, ça aurait pu aussi être un moyen de répondre à cette ambition que tu avais en toi? Ça, c'est une très bonne question, effectivement. Je pense que les développeurs et les développeuses ont besoin, bon, pas tout le monde, mais j'en connais beaucoup, qui ont besoin en fait de pouvoir avoir une vue sur tout en fait, et pas forcément sur tout, mais de pouvoir se sentir utile en fait, et pas que sur, on va dire, le développement d'une toute petite feature, mais et c'est ça que j'ai comme idée, moi, c'est que, tu vois, moi, par exemple, je voulais m'exprimer sur l'aspect fonctionnel parce que je me suis dit, ouais, là, vous êtes sûr que vous pensez, enfin, mais en fait, je pouvais pas vraiment parce que c'était pas vraiment mon rôle. Et puis, tu sais, c'est une grosse entreprise avec beaucoup de strates un peu politiques, etc. Tu sais, plus les entreprises sont grosses, plus les décisions sont prises par des personnes différentes. Mais en fait, je savais que c'était pas ma place et qu'on n'attendait pas ça de moi, mais on attendait de moi que je développe la feature, que j'ai une belle vélocité dans mon équipe agile et que voilà, que tout passe en prod et que mes tickets soient testés et tout aille bien. Ça, c'était ce qu'on attendait de moi. Mais moi, ce que je voulais avoir un impact sur le projet en totalité, me dire, OK, mais mon cerveau, il a réussi à penser à ça, puis ça répond à un besoin, et puis aujourd'hui, c'est utile, tu vois. Et ça, en fait, j'arrivais pas. Donc, peut-être une des solutions dans les entreprises, alors je sais que c'est pas possible dans les très, très grosses entreprises, parce que voilà, c'est très compliqué de mettre ça en place, mais même, on pourrait trouver des solutions pour le faire. Honnêtement, on pourrait toujours, en fait, essayer d'impliquer les profils tech, les développeurs, les développeuses, dans d'autres choses que forcément le développement, parce qu'on a des cerveaux très créatifs et on a envie en fait de pouvoir s'exprimer sur autre chose. Et c'est aussi pourquoi il y a certaines personnes qui quittent un emploi aussi ou un projet parce qu'ils se disent mais en fait moi on m'écoutait pas et on voulait pas m'entendre. Et c'est moi personnellement c'est ce pourquoi je suis partie sur l'aspect entrepreneurial, mais pas que, en fait, c'est pas que ça. C'est que moi j'aime répondre à des besoins, j'aime créer des choses qui ont un impact en fait sur les gens. Et en fait, je trouvais plus le sens aujourd'hui dans le travail à l'époque que j'avais. Donc pour moi, l'entrepreneuriat c'était le côté liberté en fait de sortir de ce domaine-là, de créer quelque chose, de pouvoir aussi me tester sur d'autres sujets. Là, je parlais que je fais maintenant beaucoup de marketing, mais en fait, me tester sur le marketing, me tester sur le business, me tester, en fait, essayer d'apprendre des nouvelles choses parce que quand tu es dev, quand tu es tech, on t'apprend à apprendre dans toutes mes études. Enfin, si je te parle des langages que j'ai appris en DUT, je ne m'en sers absolument pas, je ne m'en suis jamais servi. Par contre, ça m'a formaté mon cerveau dans le sens où ça m'a appris à apprendre, ça m'a créé vraiment des réseaux dans mes neurones qui font qu'aujourd'hui, pour moi, je peux apprendre très vite quelque chose, que ce soit de la tech, un code, mais aussi un concept fonctionnel. Et ça, je pense qu'on l'oublie un peu que nous, les personnes dans la tech, on est aussi très rapide sur notre cerveau pour comprendre une problématique fonctionnelle. Ça, on en parle peu, mais quand on est dev, on va travailler. Je te parlais d'Enedis, mais moi, j'ai pas un parcours qui est assez long dans le salariat pour avoir fait plein de domaines différents. Mais tu vois, là, aujourd'hui, je suis sur, on va dire, j'aide les personnes à venir au Canada. Avant ça, j'étais dans une application mobile dans le domaine de la rencontre, rien à voir. Enedis, c'était le domaine de l'énergie. Avant ça, à Montpellier, j'étais dans d'autres domaines. Et en fait, quand tu es dev, tu peux switcher d'entreprise, tu switches de technologie, mais de domaine fonctionnel. Et en fait, tu dois le comprendre, ton domaine fonctionnel, pour pouvoir développer. Et c'est ça qui fait qu'on a des cerveaux qui apprennent très vite. On sait s'adapter super vite. Et ça, c'est des qualités hyper intéressantes qui ne sont pas ou trop peu valorisées, je pense, aujourd'hui dans les entreprises, où on devrait se dire, OK, cette personne que j'ai embauchée pour faire des features en Java ou en JS, peu importe. Ben non, en fait, cette personne, elle a un cerveau qui pourra m'apporter énormément dans mon entreprise si je le consulte ou si je la consulte et si je lui donne une importance et un impact plus grand dans toutes les strates de mon entreprise. Donc, ça, c'est mon point de vue. Et c'est super intéressant, effectivement, comme point de vue.
Et alors, moi, je suis archi fan, effectivement. C'est vrai on a une capacité à apprendre qui est extrêmement forte. Je pense est-ce que c'est vrai pour tous les métiers d'ingénierie? Je dirais que pas forcément. C'est vrai que un ingénieur mécanique ou génie civil a peut-être effectivement moins de domaines d'application. Mais bon, enfin, on peut quand même imaginer que. On va dire que oui, parce qu'on parle quand même de métiers d'ingénierie, donc je pense qu'on est quand même face à des gens qui ont cette capacité aussi à s'intéresser à d'autres choses. Et pour essayer de creuser un peu l'idée, pour toi, est-ce que cette capacité qu'on a effectivement à appréhender beaucoup de métiers, est-ce qu'il ne faut pas aussi la tempérer? Toi, tu dis tout à l'heure qu'on a cette capacité à apporter des solutions à une problématique métier et parfois très variée en changeant de métier. Est-ce que un des sujets, c'est pas aussi que malheureusement, les devs ont quand même une approche en général qui est très analytique, qui ont une recherche de solutions qui au final qui est très liée à de la programmation sur nos réflexes, nos habitudes, c'est ce qu'on a appris. Hein. C'est vrai qu'on a cette capacité-là du coup à concevoir des algorithmes. Et du coup, quand tu es face à des situations, alors je vais pas dire qu'ils sont illogiques, mais tu vois, mais qui manquent de ce côté très analytique, très pragmatique. Un ou une dev peut être un petit peu dérouté, on va dire, et pas apporter la solution la plus adaptée à ce genre d'environnement. Écoute, je pense que ce soit dev ou pas, on peut tous apporter, enfin tous avoir une idée qui ne va pas forcément être pertinente en fait sur la solution au final. Moi, ce que je dis, c'est que je pense qu'il faut consulter les personnes et avoir le point de vue en fait de plusieurs types de personnes pour prendre une décision, notamment les techs qui peuvent avoir, oui, forcément peut-être pas la vision globale, on va dire stratégique même de certaines solutions qu'on va apporter pour, par exemple, je sais pas, aller vite, répondre à un besoin client parce que voilà, il y a telle problématique que la personne n'a pas forcément en compte. Alors, le problème, est-ce que c'est parce qu'on ne lui a pas expliqué à cette personne-là, justement, l'entièreté du problème, si j'ai envie de dire? Ou est-ce que c'est parce que la personne va répondre à ta question avec justement son spectre d'information, son prisme et ce que lui ou ce qu'elle sait du problème? Mais par contre, il faut l'écouter, donc écouter parce que techniquement, peut-être que ça va pouvoir répondre aux besoins. Puis on s'est dit, mince, mais c'est vrai, j'aurais pu lui demander, en fait, je savais pas. Ou alors, peut-être, lui expliquer, simplement. Voilà, comment ça se passe, les mettre au courant, en fait, de la stratégie globale, en expliquant, voilà, je vais vous poser une question sur ça, mais gardez en tête qu'il y a ça, ça, ça et ça. Donc là, la personne, elle va avoir un esprit un peu plus critique, un peu plus, peut-être moins analytique ou pragmatique, comme tu dis. Après, moi, tu vois, c'est drôle parce que je suis développeuse et je suis vraiment pas que analytique et pragmatique. Je suis très intuitive et très émotionnelle aussi. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être pas la même vision que tout le monde. Mais tu vois, encore une fois, est-ce que c'est pas un stéréotype de se dire que les développeurs et les développeuses sont que des personnes 100% pragmatiques, tu vois? Alors qu'au final, dans l'eau, non, tu as des personnes qui ont aussi de l'intuition, qui ont aussi une façon de penser un peu différente, beaucoup plus sensible aussi. Donc, c'est pour ça que dans tous les cas, demandez aux tech, demandez aux devs, demandez aux développeuses leur avis, dites-leur justement l'entièreté aussi du problème, donnez-leur des informations qui sont hors de leur spectre, justement pour les faire grandir aussi, pour leur faire comprendre plus de choses et pour les impliquer. Après, il y a des personnes, ils n'auront pas envie, typiquement. Donc là, on passe sur un autre sujet, c'est demandez-leur s'ils sont intéressés, parce que quand on a envie, quand on fait les choses avec cœur et avec envie, on va mieux les faire qu'une personne, on va forcer en lui disant « Allez, viens dans cette réunion et puis donne-moi ton avis sur ça ». Puis la personne dit « Non, mais moi, j'en ai rien à faire de ce que tu me demandes, laisse-moi tranquille ». Et c'est correct, la personne elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Mais c'est encore une fois, pour moi, c'est de la connaissance. C'est prendre le temps de connaître les gens, connaître leurs forces, qui peuvent être une force très technique, très pragmatique, très analytique. Et d'autres personnes, ça va être, oui, très pragmatique, peut-être analytique, mais qui ont envie d'aider justement l'entièreté de l'entreprise et qui vont être encore plus motivés au quotidien justement parce qu'ils auront cette connaissance beaucoup plus grande du problème auquel ils doivent répondre au quotidien. Ouais. Je suis forcément aligné. Enfin, j'aime toujours quand on me met face à mes a priori en montrant que c'est effectivement comment dire. Voilà, enfin, que j'ai fait une généralité et je le concède. Effectivement, j'ai fait une généralité sur le côté très analytique de certains devs. Et au final, en fait, alors du coup, je vais refaire une généralité entre guillemets, mais cette importance de solliciter les devs pour leur demander leur avis sur une feature, sur une fonctionnalité,
sur quoi faire, parce que effectivement, les gens peuvent apporter autre chose que juste aligner des lignes de code. Au final, c'est quelque chose qu'il faudrait faire avec l'ensemble des salariés d'une entreprise. C'est-à-dire que c'est pas juste l'apanage des devs d'avoir cette capacité aussi à apporter une réponse un peu différente. C'est bien que toutes les parties prenantes d'un projet puissent aussi intervenir et parfois mettre la main dedans. Et comme tu le dis, dans la mesure où ça les intéresse ou pas. Totalement, totalement. C'est exactement ça. C'est en fait, après ça, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui dans le métier que je fais aujourd'hui. C'est qu'en fait, chaque humain sur cette terre a ses connaissances qu'il a appris à l'école, à son parcours, on va dire, scolaire, avait ses connaissances de ses parents, de son histoire, de ses amis, de ce qu'il pense savoir, en fait, et de ce qu'on attend de lui aujourd'hui. Mais en fait, il y a aussi cette part de passion, cette part d'envie, cette part de connaissances autres, des livres qu'il aurait pu lire. Et ça, en fait, on le valorise pas assez, je trouve, en entreprise. Et je vais te faire une généralité. Moi aussi, j'aime pas faire de généralité, mais je vais t'en faire une. Mais souvent, on dit, tu sais, que les développeurs et les développeuses, on est des passionnés, qu'on a plein aussi de passions autres que le dev. Tu vois, ça, on le dit. Souvent, on a des passions. Je sais que, moi, je connais plein de devs et moi y compris, on a des passions autres. Et souvent, on dit, waouh, vous avez vraiment des passions. Et puis, on en parle avec cœur, là. Mais en fait, ça, on le dit, on le généralise et tout, mais on l'utilise jamais, en fait. On le met jamais en exécution dans l'entreprise en disant, OK, cette personne, elle est dev, elle fait du développement, mais qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter autre, en fait, de par ses passions, par peut-être, justement, ce qu'elle a appris ailleurs. Et encore une fois, je l'ai dit et je le redis, quand tu fais les choses avec cœur, tu les fais beaucoup mieux, en fait. Et puis c'est aussi c'est Tim Ferriss, je crois que c'est le fondement de son livre, c'est que si tu fais quelque chose qui te passionne, au final c'est plus un travail et que c'est un moyen de, entre guillemets, de moins travailler. Ah, c'est ça. Et moi, je suis fan de cette idée-là, faire les choses avec cœur pour clairement ne pas même penser au travail. Il y a ça, mais aussi essayer de trouver justement le sens à ce qu'on fait. Dire, OK, on m'a demandé mon avis, puis en fait, derrière, ça a aidé une personne à faciliter sa vie, ou peut-être, je sais pas, même juste améliorer le projet en globalité, puis se dire, je suis valorisée. Tu sais, on aime ça, être valorisé par quelque chose. Quand tu disais tout à l'heure que les développeurs créatifs aiment ça, justement, développer une application web où on voit ce qu'on fait. Mais ça peut être pareil dans l'entièreté d'une entreprise, en disant, OK, mon idée, ça va peut-être pas développer la feature X ou Y, mais derrière, il y a eu quelque chose qui a été créé grâce à ce que j'ai dit, ou un process, même une politique RH qui a été améliorée grâce à mon idée, puis on l'a mis en place, tu vois. Et ça, je trouve ça trop, trop, trop bien. On parle d'agilité dans les projets, mais moi, je parle d'agilité dans l'écosystème d'une entreprise où on pourrait aller vite, justement, sur la mise à jour et l'itératif, etc. Alors, forcément, c'est pas applicable sur les très, très grosses entreprises, mais moi, là, je suis entrepreneur, donc je vais parler aux entrepreneurs ou nouvelles entreprises qui se créent, etc. C'est qu'en fait, on doit aller vite sur l'amélioration d'une entreprise, tout comme on essaye d'aller vite sur le développement d'une feature par des sprints, qui sont de plus en plus rapides. Donc ça, c'est mon point de vue, vraiment plus global. Donc, on s'écarte peut-être un peu du sujet, mais tu vois, je suis trop passionnée par tout ça. Donc, coupe-moi, Bruno, coupe-moi, sinon je ne vais jamais. Non, je ne vais pas couper quand c'est intéressant, au contraire. Je suis désolée. Non, mais je suis entièrement d'accord sur ce. Ouais. Et tu vois, alors je ne sais pas s'il faut relancer le sujet, mais tu vois, quand tu parles des passions, les gens ont aussi tendance à penser que le dev est un métier passion et qu'en fait tous les devs sont passionnés de dev, qu'on est passionné d'informatique et on oublie en fait qu'il y a plein de devs qui choisissent ce métier juste parce que c'est un métier qui paye bien, qui a des conditions de travail plutôt qui leur correspondent, qui leur mettraient dans l'environnement dans lequel ils veulent, mais qui ne sont pas forcément passionnés par le dev et quand ils rentrent chez eux, qui ne passent pas à nouveau 12 heures sur un ordinateur à faire une application chez eux pour gérer leur lumière. Aujourd'hui, tu vois qu'on n'est pas tous passionnés par le dev. Et j'ai découvert avec l'âge, j'ai envie de dire, qu'il y a plein de métiers comme ça où on pense que c'est des métiers passion. Et en fait, non. Dans tous les métiers, il y a des gens effectivement qui sont passionnés par leur métier. Et c'est une chance formidable. Moi, j'ai la chance d'être passionné par mon taf. Et je trouve que c'est une vraie chance. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas cette approche-là du travail et qui le font parce qu'il faut le faire, mais qui choisissent un contexte qui correspond à leurs critères sans être forcément passionnés par ce qu'ils font en tant que tel. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. En fait, quand on parle, il faut trouver du sens dans tout, dans ce qu'on fait. Pour moi, c'est toute une question de sens.
Donc, si tu aimes pas forcément le développement ou c'est pas ta passion à 100% de développer, d'écrire des lignes de code et puis d'optimiser ton code et de faire des tests, c'est pas ça vraiment ta passion, mais ta passion pourrait être in fine, en fait, ce que va devenir ton code, en fait, ou le bonheur que ça apporte à ton équipe d'avoir pu aider justement sur le développement. En fait, c'est toute une question de sens. Après, il y a forcément peut-être des personnes qui en trouvent plus de sens dans tout ça et j'ai envie de dire, peut-être essayer de penser à autre chose parce que moi, je suis vraiment partie de truc. Il faut trouver du sens, il faut trouver du bonheur au quotidien. Sinon, franchement, la vie, c'est pas le fun. Faut arriver. Et je pense qu'on peut trouver du sens dans beaucoup de choses. Il suffit qu'on change aussi parfois notre point de vue sur les choses et peut-être prendre des responsabilités autres dans une entreprise en disant, bon, ok, peut-être le développement, c'est pas exactement ça ma passion. Mais essayer de réfléchir où est-ce qu'on pourrait évoluer justement dans cette entreprise ou via les informations qu'on va donner pour justement être heureux au quotidien et donner du sens. Il y a aussi des personnes, par exemple, qui ne sont pas passionnées par le développement en tant que tel, mais qui vont se performer. Ils vont être très bons aussi là-dedans. Et puis, ils vont se dire, OK, maintenant, je vais former d'autres gens. Et puis, ils vont se dire, moi, tu vois, c'est pas le dev qui me plaît, mais c'est le fait de former. Et c'est un peu ce métier de tech lead. Alors en France, il est un peu différent, mais tu vois, au Canada, le tech lead, c'est une personne qui maîtrise, oui, le code, qui maîtrise la technicité, mais qui va surtout avoir des skills humaines, des soft skills, avoir envie de partager, avoir envie de fédérer une équipe, avoir envie de rendre son équipe heureuse, et ça, donc, je trouve que, tu vois, ça peut aussi être une idée d'une personne qui est pas forcément passionnée par le dev, mais qui pourrait se dire, OK, même si je suis pas à fond dans ce que je fais sur le dev, mais je vais y arriver parce que après, mon step d'après, ça va être de former les gens et après je vais sortir du dev et puis je vais m'épanouir justement dans le fait d'aider mon équipe à performer encore plus. Ouais. Alors du coup, pour essayer de revenir au sujet d'origine qui est effectivement sur l'entrepreneuriat, donc toi qui as déjà créé 2 boîtes, est-ce que tu as identifié, on va dire, les premières erreurs que tu aurais pu faire sur la première création que tu essayes en tout cas déjà d'éviter sur ta deuxième expérience entrepreneuriale? Oui, toujours. C'est pour moi, il n'y a pas d'échec dans la vie avec des apprentissages. Bon, ça, je suis la team no échec parce que, tu vois, sinon, j'aurais vraiment échoué plein de trucs, tu vois. Mais non, je suis tellement heureuse d'être là où je suis aujourd'hui. Et puis, je pense que tout est une question aussi de parcours, d'apprentissage. Donc, en fait, j'ai appris énormément. Et puis, honnêtement, ma première expérience entrepreneuriale, on va dire, bon, sans parler des autres petits projets qui m'ont aussi beaucoup appris, etc. Mais si je parle vraiment de 20 Flips, l'application mobile que j'ai développée justement en 2016 avec un associé qui était aussi tech. Donc, on s'est associé à 2 avec un associé tech. Donc là, c'était vraiment mon ancienne expérience. Parce qu'on s'entendait hyper bien, on s'entend super bien toujours aujourd'hui. Mais tu sais, on était tous les 2 dans la même équipe justement, et puis on avait envie justement de se lancer ensemble dans l'entrepreneuriat. Mais en fait, la première erreur, c'était ça en fait. C'était le fait qu'on était tous les 2 très tech, tous les 2 très passionnés par le développement, par la technicité aussi. Donc en fait, ça a été, il n'y avait pas forcément de cerveau autre pour un peu nous challenger. Tu vois, c'était toute une question de challenger. Donc là, il n'y avait pas. Donc la première erreur que j'ai décelée, c'est que sur 20 Flips, ma première expérience, on était 2 tech et on était toujours dans le développement. En fait, on voulait la meilleure application, la meilleure feature, la meilleure scalabilité, la meilleure plateforme, le meilleur langage. Tu vois, on a refactoré 15 fois notre app pour qu'elle soit avec un langage trop bien. Et en plus, je dirais, c'est toujours le cas, mais tu sais, les langages, ils changent tout le temps, là. Puis nous, ça a duré 3 ans. Donc, tu sais, en 3 ans, il y a quand même des nouveautés qui sont arrivées sur. Donc, avec nous, on était toujours trop hypés par ça. Ouais, vas-y, on teste avec ça sera mieux. J'ai vu que dans le changelog, là, ils avaient amélioré ça. Vas-y, on met à jour. OK. Donc, ça, c'était un peu notre quotidien. Et puis, tu sais, pendant 2-3 ans, on est passé d'une application web. À l'époque, c'était en AngularJS. Après, on s'est dit, mais non, mais si notre app, elle marche pas, c'est juste parce qu'on n'est pas sur du mobile. Bien, on part sur du mobile. Alors, après, on est parti sur, à l'époque, Cordova PhoneGap parce que c'était facile pour passer de l'Angular à du mobile. Sauf qu'on s'est dit, mais ça marche pas leur affaire. Il y avait des bugs à tout va. Alors, c'est peut-être aussi notre problème, on n'en sait rien, mais il y avait des bugs à tout va. Alors, on s'est dit, OK, mais on va faire quoi? Alors là, on s'est dit, vas-y, on fait encore un cross-platform. Et puis là, on s'est dit, à l'époque, avec Xamarin qui était là. Donc,
c'est développé en C#. Et puis on s'est dit, mais ça a l'air trop cool. Alors, mais vraiment, on est parti là-dedans, on a fait une formation. Après, on est allé vite sur ça. Vraiment, pour le coup, ça, on est allé vite, on a fait la formation, on a dit, non, mais c'est nul, en fait. Bon, désolé pour les développeurs qui font ça, mais nous, on n'a pas aimé. Et après, on est parti sur, on s'est dit, bon, allez, le problème, c'est pas nous, le problème, c'est sûr, c'est la techno, c'est pas assez fluide. Et puis, on a tout fait en natif, quoi. Et on a tout fait en natif. Donc, moi, je suis partie sur du développement Swift. Mon associé était parti sur du développement Android et là, on a tout refait en natif. Donc là, par contre, je me suis éclatée. J'ai adoré le développement en Swift, mais vraiment, j'ai gros love, j'ai adoré ça. Mais voilà, ça perd du temps. Enfin, tu peux pas développer une appli. En plus, l'appli, elle était colossale. Il y avait un back-end, il y avait l'application, il y avait un gros back-end. Il y avait même une interface d'administration qu'on avait développée en plus. Il y avait du code, vraiment, il y avait une énorme code base et ça nous a pris 3 ans, en fait, 3 ans de développement de refacto et à la fin, se rendre compte qu'en fait, il fallait arrêter les features parce qu'on n'avait pas d'utilisateurs, quoi. Et puis, tu sais, on n'avait pas d'argent et au bout de 3 ans, tu sais, t'en as un petit peu marre de stagner et de pas y arriver. Et puis là, et de juste faire du refactoring les uns après les autres. Ouais, ça s'arrêtait jamais. En fait, ça s'arrêtait vraiment jamais. Et en fait, on n'avait pas d'utilisateurs. On n'avait pas d'utilisateurs. Donc ça a été l'erreur. C'était vraiment la technique. On a mis beaucoup trop de temps sur la technique. On n'a pas fait d'études de marché. Alors ça, c'est le premier truc. Pourquoi on a voulu développer cette application? C'était pour aider un collègue. Alors ça, c'est le truc. Oui, j'ai un collègue, il avait besoin de ça. Donc, c'était dans le domaine de la rencontre. Puis, c'est un collègue qui n'arrivait pas à trouver l'amour. Et puis, on s'est dit, mais nous, on va le révolutionner, on va aider, etc. Sauf que t'inquiète qu'en 3 ans, il avait déjà trouvé l'amour à la fin, mais pas via notre app. Mais en fait, on n'a pas fait d'études de marché. On était dans un secteur qui était bouché. Donc, le secteur de la rencontre avec Tinder et autres, c'est des acteurs qui dépensent des milliards, des millions en publicité, en marketing. Puis nous, on avait zéro. Donc, en fait, on était sur un marché qu'on n'arrivait pas à atteindre. On n'avait pas d'accès au marché. Donc, on n'avait pas de stratégie. On avait juste une application qui tout le monde nous disait c'est génial, c'est trop cool. Mais en fait, on n'avait pas d'utilisateurs, on n'avait pas assez d'utilisateurs pour que ça fonctionne. Et surtout, pas cette vision marketing business où on aurait dû, dès le début, essayer de la vendre. Et puis, on aurait vu au bout, enfin, pas de la vendre, mais de trouver vraiment un business model intéressant. Et on se serait vite rendu compte que, en fait, c'était pas viable notre affaire. Ouais. C'est marrant parce que moi, sur ma première création de boîte, c'est aussi une erreur que j'ai faite. Alors j'en ai fait d'autres parce que notamment moi j'ai commencé tout seul et ça c'était une erreur parce qu'en fait on disait tout à l'heure que les devs ont une capacité à apprendre, ce qui est vrai. On peut apprendre plein de métiers différents et faire plein de choses différentes. Et donc en fait, une de mes philosophies depuis, c'est qu'on peut tout faire mais on peut pas tout faire. C'est-à-dire que tu peux apprendre à tout savoir faire, c'est vrai, mais tu peux pas tout faire en même temps. En fait, il y a un moment, il faut juste accepter de déléguer certaines choses. Et j'ai eu ce même travers que vous, c'est-à-dire que je me suis concentré sur le dev, à me dire tiens, si j'ai pas d'utilisateur, c'est parce qu'il me manque telle feature, et du coup je développais la feature. J'ai pas encore personne n'est venu, donc il faut que j'en rajoute une, et puis j'en rajoutais, jusqu'au moment où j'avais un truc effectivement qui faisait 20 millions de choses, mais qui avait toujours pas plus d'utilisateurs. Est-ce que tu penses que maintenant que tu sais ça, que tu as cette expérience de te dire quand on est tech, le risque qu'on a, c'est de passer trop de temps sur la tech, à prévoir une scalabilité à 12 millions d'utilisateurs alors qu'en fait, on n'en est qu'à 20. Est-ce que tu penses que tu pourrais recréer une boîte avec un autre ou une autre associée tech et réussir à ne pas tomber dans cet écueil de te concentrer trop sur la tech? Oui, aujourd'hui, oui, parce que j'ai appris, en fait, j'ai une autre mentalité maintenant. J'ai pas que la mentalité tech, j'ai aussi la mentalité, j'ai appris de mes erreurs. Donc maintenant, j'ai une autre vision, en fait, de l'entrepreneuriat et de créer une entreprise. Donc on va dire que maintenant, je pourrais le faire, tu vois, mais je le ferai pas quand même. Non, je le ferai pas quand même parce que j'ai trop d'autres choses à apprendre des autres encore, tu vois. Je suis pas du tout quelqu'un qui, oui, j'ai confiance en ce que je sais faire. Tu vois, aujourd'hui, je sais que j'ai des capacités à faire, mais comme tu dis, je peux pas tout faire et je dois encore apprendre des autres. Tu vois, je dois encore apprendre des autres, et des cerveaux différents. C'est aussi, tu sais, par rapport au cerveau. Tu sais, moi, je disais, je suis très émotionnelle, je suis très intuitive, etc. J'aime bien toujours m'associer avec quelqu'un de plus pragmatique, de plus sur les chiffres.
vois, moi, je dis toujours, moi, les chiffres, je déteste ça. Mais vraiment, et en fait, même si j'apprends les chiffres, tu sais, je sais, j'apprends, je pourrais, etc. Mais c'est pas vraiment que j'aime. Donc, en fait, je me dis, comme je vais pas le faire avec cœur, je vais mal le faire. Donc, je préfère toujours m'associer avec quelqu'un. Je pense qu'on ne peut pas être parfait. Personne ne l'est. Personne ne le sera. Tu dis au début, ouais, j'ai pas invité Dieu. Mais en fait, on n'est pas parfait. Donc, toujours s'associer avec quelqu'un de différent, je trouve que c'est important. Il y a une base d'ego aussi. Il faut mettre l'ego de côté en entrepreneuriat, se dire on ne sait pas tout, on ne le saura jamais. La seule personne qui sait, c'est le marché et les résultats que tu auras derrière. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, l'association avec une personne différente, je le ferai toujours, même si j'ai appris de mes erreurs aujourd'hui. Ok. Et est-ce que pour toi, il y a d'autres erreurs que font des entrepreneurs tech de manière très spécifique versus des entrepreneurs non tech? Les entrepreneurs tech spécifiques, ce qu'ils vont peut-être, je dirais peut-être toujours sur le produit. En fait, ils vont mettre trop de temps sur le produit et pas assez sur le côté vente et le côté business. Tu vois, il faut apprendre à vendre en fait son produit. Même quand on parle de marketing, tu sais, il faut le vendre, faut arriver à trouver des clients et ça peut-être on a moins appris à le faire aussi, tu vois, parce que voilà, ça n'était pas là, on nous attendait, même dans nos études et tout. Enfin, moi, à titre personnel, j'ai pas vraiment appris à vendre, en fait, ou à avoir cette idée plus business, chiffres, etc. Donc, je pense que ça peut être aussi une erreur de pas passer de temps sur la vente, sur les aspects plus business. Mais ça encore, peut-être que c'est, tu vois, j'aime pas, c'est peut-être une fausse idée que j'ai. Mais il y a aussi le fait de pas faire d'études de marché. Je pense que ça aussi, tu sais, c'est beaucoup les études de marché, aller faire essayer de récupérer de la data du marché et tout. Parfois, on a un peu la flemme, on se dit, oh bah non, mais c'est bon, ça va marcher. Et puis, moi, je vais trouver la meilleure app, ça va répondre à ça. Mais en fait, si ton marché, il est pas réceptif et si t'as pas toutes les datas de ce que ton app, de ton marché, ça, c'est pas le top, tu vois. Donc ça, je pense que l'étude de marché, encore une fois, moi, je l'avais pas fait, ou tu vois, très peu, mais vraiment une belle étude de marché complète pour s'assurer. Et le fait d'être très ciblé, très niché. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applis, beaucoup de sites, il y a beaucoup de concepts qui existent. Alors, il faut toujours innover, ça c'est clair. Il y a toujours de l'innovation, on pourra trouver de l'innovation partout, ça j'en suis persuadée. Par contre, je pense que pour commencer, il faut essayer de trouver quand même une niche, une cible très très spécifique pour bien comprendre justement ton marché. Et pouvoir réussir à lui parler de la meilleure des façons pour qu'il soit réceptif derrière à acheter ton produit. Ça aussi, c'est peut-être l'idée. Et de mon point de vue, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent sur le B2C, en fait, parce qu'on va créer une application plus vite. Et je parle de la rencontre, mais moi, j'en ai rencontré plein des gens qui ont essayé de développer des applis dans la rencontre parce que, tu sais, ça nous parle, ou même des applications vraiment B2C, tu vois, accès utilisateurs comme toi et moi, tu vois. Mais peut-être un peu moins sur le B2B, tu vois, où là, alors que c'est beaucoup plus simple, peut-être, je sais pas, pour trouver un petit peu des financements, c'est ça. Et l'autre erreur que j'ai faite, maintenant que j'y pense, c'est aussi trouver un marché qui est, si tu as besoin d'argent pour atteindre ton marché, typiquement la rencontre, tu vois, il te faut beaucoup d'argent, mais ça, il faut le savoir en amont, parce que si on te dit qu'il faut, je sais pas combien que ton coût d'installation d'une app, parce que c'était ça à l'époque quand j'avais mon app, il fallait payer, tu sais, tu payais au coût d'installation quand tu faisais de la pub sur les stores. Moi, c'était 7 euros à l'époque, 5-7 euros par téléchargement. Tu dis, ok, tu fais un calcul rapide sur un Excel, tu te rends compte qu'il te faut beaucoup d'argent. Donc, déjà, ça, essaye de la savoir au début parce que peut-être que tu vas devoir lever des fonds rapidement. Donc, si tu as besoin de lever des fonds rapidement, est-ce que tu as les capacités aussi de le faire? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu maîtrises l'aspect lever des fonds? Est-ce que tu as besoin d'être accompagné? Ça, faut le savoir. Et est-ce que les gens lèvent des fonds dans ce domaine? Parce que typiquement, la rencontre, on m'a dit, non, en fait, nous, on va pas les investisseurs voulaient pas investir dans ce domaine. Mais tu vois, ça, j'aurais pu le savoir au début, quoi. Peut-être que ça m'aurait stoppé direct. Mais encore une fois, tu sais, on parlait de biais cognitifs, mais est-ce je n'avais pas besoin de passer par ça pour être là aujourd'hui, tu vois? Est-ce que toutes les erreurs ne doivent pas être vécues? Donc, j'ai envie de te dire, peut-être ce qu'il faut faire, c'est juste faire de son mieux avec les clés qu'on a au moment où on le fait, mais aussi arriver à prendre du recul à un moment donné et dire stop, parce que tu vois, l'erreur qu'on a fait avec mon associé, c'est qu'aussi il y avait cette part d'ego où on n'arrivait pas à stopper en se disant mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens si je stoppe mon app? Et puis on a quand même des utilisateurs. Alors tu vois, on disait oui, on n'a pas beaucoup d'utilisateurs, mais on pensait aux utilisateurs en disant mais
on va leur dire que c'est fini, mais ils aiment bien l'application. Oui, mais c'est bon, il n'y en a pas beaucoup, ils vont comprendre, tu vois. Mais on n'arrivait pas. Ouais. Donc, vraiment, prendre du recul sur l'app. L'app, c'est pas nous, c'est notre projet, quoi. C'est intéressant ce que tu dis aussi sur au final, cette étude de marché très globale. Tu parles effectivement de est-ce que les concurrents ils investissent massivement sur le marketing? Est-ce que les levées de fonds sont possibles ou pas? C'est intéressant effectivement cette approche très 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 globale de se lancer en fait au final de manière très très analytique et moins intuitive. moins intuitive au final. Ah oui, mais c'est ça, parce que moi, c'était purement intuitif. Hein. J'avais pas fait d'études de marché, je l'assume 100%. Hein. 20 Flip, c'était mon intuition de vouloir aider corps et âme un collègue à moi qui avait du mal. Et je me dis, mais c'est pas normal, c'est n'importe quoi, il mérite. Intuition, 100%. Aucun pragmatisme. Et du coup, là, ça a été clairement pas top. Ouais. Quand tu parlais de levée de fonds aussi, c'est des sujets que vous avez... tu as été amené à faire une levée de fonds ou tu as juste commencé, initié des démarches ou... On a essayé avec l'ancien projet, on a essayé. On s'est pris beaucoup de refus et on a compris que c'était pas possible en fait. Et encore une fois, quand on nous disait non, on se disait mais c'est parce que l'app, il n'y a pas assez un bon taux de rétention sur notre app ou on n'a pas assez d'utilisateurs. Oui, mais en fait, on a besoin d'argent pour avoir des utilisateurs. Donc en fait, tu vois, on se tournait un peu en rond. Et là, aujourd'hui, avec Mappler, justement, on ne fait pas de levée de fonds. C'est que vraiment notre travail au quotidien. Mais ça, c'était une volonté. En fait, on ne voulait pas, avec mon associé, justement, on ne voulait pas lever de fonds. Le but, c'était vraiment d'arriver à avoir une entreprise sans levée de fonds. Et on est assez content aujourd'hui parce qu'avec le marché en récession qui est actuellement, avec ce qu'on entend sur les taux, etc., on est assez content aujourd'hui d'être indépendant financièrement sur l'entreprise et de ne pas avoir justement de fonds. Mais ça, c'était une volonté aussi dès le départ de se dire notre business, en fait, tel qu'on l'avait pensé via l'étude de marché et puis vraiment avoir pris vraiment du recul, du temps sur les chiffres, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin, en fait, justement, de lever des fonds. Ok. Tu disais tout à l'heure, je crois que c'était avant qu'on commence l'enregistrement de cet épisode, mais tu parlais du fait que aujourd'hui sur Mappler, tu as choisi de prendre un WordPress. Tu nous disais que juste avant, sur 20 Flip, tu étais plutôt trop concentré sur la tech, à essayer d'optimiser tout à l'extrême. Est-ce qu'il n'y a pas eu là une surcorrection? C'est-à-dire que du coup, tu es parti de l'autre côté du spectre à faire absolument pas de tech et à choisir un WordPress. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je comprends le côté de te dire, OK, j'ai fait trop de tech avant, faut que j'en fasse moins pour me concentrer sur autre chose. Est-ce qu'il y a eu du coup une surcorrection? Peut-être, mais la surcorrection était surtout que j'ai voulu créer un projet qui n'était pas autour d'un logiciel, en fait, d'une app. Parce que Mappler, on aide les techs à venir au Canada, donc on est une entreprise tech. Aujourd'hui, tous nos clients sont dans la tech et toutes les personnes chez Mappler sont dans la tech aussi. Mais tu sais, c'est pas un produit, en fait. C'est pas un produit, c'est pas un logiciel. Ça, j'avais besoin, en fait, c'est pour un peu changer d'idée, pas me remettre directement dans un SaaS ou un produit. J'avais besoin de ça. Donc, la surcorrection a été de changer complètement de domaine. Parce que parfois, tu sais, quand tu es un peu... il faut partir sur autre chose. Ouais. Donc là, je suis partie dans un domaine totalement différent, le temps de reprendre un peu mon souffle. Mais par contre, la surcorrection a été qu'aujourd'hui, je n'ai absolument pas honte de dire que oui, le site web, c'est un WordPress, que j'utilise plein d'outils no-code, que derrière, par contre, j'avoue, je rêve de tout refaire avec une belle web app, avec tous mes workflows qui seront vraiment pertinents pour mon entreprise. C'est juste que je n'ai pas le temps, c'est pas la priorité. Et aujourd'hui, on n'a pas d'argent pour faire ça aujourd'hui. Mais j'espère que dans un futur, on va pouvoir tout reprendre. J'aimerais pouvoir tout reprendre puis tout refaire avec vraiment, maintenant que je connais tout le workflow, je sais ce qu'il faut coder, je connais le fonctionnel vraiment que j'ai besoin, je vais pouvoir le refaire vraiment, on va dire, avec une app. Mais c'est pas la priorité. Tu vois, là, ça fait même 4 ans qu'on a développé Mappler depuis 19. C'est toujours pas la priorité de refaire ça parce que ça fonctionne. Le WordPress fonctionne. J'ai mis des formulaires avec des outils d'automatisation pour remplir des informations que je récupère dans un Airtable et un HubSpot aussi où je peux t'envoyer des mails, où je peux te relancer. J'ai tout mon programme d'expatriation et d'accompagnement qui est aussi automatisé via des outils.
ça fonctionne. Alors, ce n'est pas parfait, ça ne le sera sûrement jamais, mais ça fonctionne. Ça donne de la valeur aux utilisateurs, ça donne de la valeur à toutes les personnes que j'accompagne. Et ça, pour moi, c'est ça la priorité aujourd'hui. Oui, parce que tu aurais pu aussi te dire qu'il fallait que tu crées une application qui va se connecter aux API gouvernementales au Canada pour poster automatiquement les formulaires, avec une marketplace pour que des déménageurs tels à t'installer dans le pays. Enfin, tu aurais pu avoir une approche aussi hyper technique en fait de ce sujet-là. 100%, mais 100%. Et ça m'a traversé l'idée, ça m'a traversé la tête. Je me suis dit, mais ça serait génial. Et ça l'est toujours. Franchement, ça serait génial. Il y en a d'autres qui ont essayé de le faire. Par contre, ils ont personne. Tu vois, moi, le plus important, c'est quoi, en fait? C'est d'aider les gens. Mais aider les gens, en fait, je me suis rendu compte que pour les aider, c'était l'humain qui était important. Et en fait, tu vois, ce qu'on passe avec le plus de temps qu'on passe avec Mappler, c'est pas envoyer forcément des mails ou quoi. Ils veulent voir des personnes, on parle, on discute et on t'aide comme ça en live. Donc ça, c'est la valeur que j'ai appris via mon étude de marché. J'ai posé beaucoup de questions aux personnes et je suis dans la cible aussi. Je connais mon marché parce que je suis dans ma cible. Et c'est aussi ça qui est intéressant quand tu es entrepreneur, c'est de bien connaître ton marché, mais bien connaître ta cible. Moi, je suis développeuse, tu vois, et j'aide des développeurs à venir. J'aide par exemple des francophones à venir au Canada. Mais moi, je suis une francophone et je suis venue au Canada. Donc en fait, je sais de quoi je parle, donc j'arrive à vraiment comprendre les mécanismes et à mettre en place justement ce qui a vraiment de la valeur pour les personnes. On a évoqué du coup des erreurs classiques que peuvent faire les devs qui vont se lancer dans une création d'entreprise parce qu'il y a cette approche, justement, cette façon de penser très, très dev. À l'inverse, est-ce que pour toi, il y a tu vois, aujourd'hui, tu es associé avec une personne qui est non-tech. Est-ce que tu penses que ton bagage de développeuse te permet de faire des choses, tu vois, d'éviter des erreurs que d'autres entrepreneurs font? Oui, déjà, mon bagage de développeuse m'a permis de mettre en place plein d'outils hyper rapidement. Tu sais, le WordPress, vraiment, un week-end, je l'avais fait, même si je l'ai amélioré. Mais ça, c'est mon bagage de développeuse, tu vois, parce qu'on dit que WordPress, c'est du no-code, mais moi, il y a plein de code derrière mon WordPress, de WordPress, tu sais, pour améliorer des petites choses, etc. Mais voilà, mon bagage de développeuse, ça m'a permis d'aller hyper vite parce que j'ai cette capacité, en fait, tech et à aller vite. J'ai aussi cette capacité à optimiser des choses. Ça, c'est mon cerveau de développeuse. J'optimise tout le temps des choses, j'optimise des process, j'optimise que ce soit, même pas que dans le tech, vraiment les process business, les process people, les process de recrutement. J'adore optimiser. Ça, c'est mon bagage de dev qui parle. Mais c'est aussi, aujourd'hui, d'être développeuse aujourd'hui, comme j'aide les développeurs, là, je sais de quoi ils parlent, enfin, je connais, tu sais, j'adore discuter avec des développeurs, mais aussi, tu sais, je les aide à trouver un job, un emploi. Donc, en fait, il faut que je comprenne ce qu'ils ont besoin. Donc, ça, c'est vraiment ça. Mais je pense que quand on parle de développeur, on parle aussi de cerveau de développeur. Pour moi, c'est très, très précieux. Ouais. Hop, j'arrive pas à changer. Voilà, c'est bon. Donc, du coup, aujourd'hui, sur Mappler, donc, vous aidez des gens à venir s'installer au Canada. C'est pas uniquement dans une optique de création d'entreprise. C'est juste des gens ça peut aussi être juste des gens qui veulent venir travailler normalement, on va dire, au Canada. Non, c'est vraiment, oui, des personnes qui veulent venir travailler au Canada. C'est pas des personnes qui veulent entreprendre. Je sais pas si je réponds à ta question. C'est vraiment des personnes comme moi, en fait, qui voulaient venir au Canada pour découvrir une nouvelle culture, découvrir un nouveau pays, voilà, et puis travailler dans la tech au Canada. C'est ça. Et toi, tu es arrivé au Canada et tu as décidé de créer ton entreprise, ou tu as décidé de créer ton entreprise et tu t'es dit, allez, je vais aller le faire en plus au Canada? C'est ça. En fait, on a fait une étude de marché justement avec Maxime, mon associé, et on s'est rendu compte que le Canada souffre énormément de la pénurie de main-d'œuvre, qui n'ont pas beaucoup de profils tech vraiment, et que l'économie est compliquée justement côté TI, technologie de l'information au Canada. De l'autre côté, beaucoup de développeuses veulent partir au Canada pour avoir une expérience d'1 an, 2 ans, 3 ans, même toute une vie, tu vois, parce que c'est vu comme un peu l'Eldorado, le Canada, et puis c'est un pays qu'il faut découvrir. C'est plus simple de venir au Canada même qu'aux États-Unis, mais ça reste en Amérique du Nord. Et puis, le Québec est francophone. Donc, en fait, on était au milieu de choses. Et puis, moi, je comprenais pas. Je dis, mais pourquoi le Canada souffre d'une pénurie de main-d'œuvre alors qu'il y a plein de personnes qui veulent venir? Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va faire Mappler. Au début, on était en France, donc on faisait des allers-retours en se disant, on va voir comment ça évolue. Parce qu'aussi, voilà, tu sais, quand tu es entrepreneur, maintenant, moi, je le sais, via
des échecs précédents. Il faut aussi y aller. Enfin, déjà, j'avais plus d'argent, donc tu sais, je pouvais pas non plus faire all-in complètement. Donc en fait, c'était vraiment des allers-retours. On allait voir comment ça se passait. On a fait beaucoup de fake it until you make it au début. On n'a pas du tout créé l'entreprise. Donc c'était vraiment là juste de la confiance en toi et puis un peu de dire oui, ça existe, etc. Non, ça n'existait pas. Et en fait, le jour où on a créé MaPleur et on est venu s'installer au Canada, c'est le jour où on a signé notre premier contrat en fait. Où on s'est dit ok, il y a quelque chose à faire. À la base, on devait juste faire des allers-retours. On pensait que c'était comme ça que ça allait fonctionner, mais en fait, non, il fallait être sur place au Canada. Puis aussi, il y a eu la Covid. Créer une société dans le recrutement international en temps de Covid, je peux dire que c'était pas du tout le pragmatisme au top et puis la vision d'entrepreneur la meilleure, mais c'est pas grave. Ça, on pourra en reparler. J'ai créé cette société en 2019. Il y a eu le Covid juste après, mais c'est pas grave. Ça, c'est quand même, voilà, on a pris du recul sur plein de choses. Mais tout ça pour dire que MaPleur, on l'a créé, on est venu s'installer au Canada, mais c'était pour créer l'entreprise. Ok. Alors j'imagine qu'on te l'a dit aussi à l'époque, mais déjà créer une boîte, c'est compliqué. Changer de pays, c'est compliqué. Il y a sûrement des gens qui t'ont dit pourquoi faire les deux en même temps? C'est que ça rajoute quand même de la complexité. Du coup, question sur deux plans. Et déjà, comment est-ce que tu as fait pour gérer cette complexité au carré? Et est-ce que tu penses que ton bagage de développeuse t'a permis de l'approcher de manière très programmatique en disant on y va step by step, j'ai mon programme et on va dérouler, ça va bien se passer? Ouais, tu connais la phrase « je savais pas que c'était impossible alors je l'ai fait ». Okay. Ouais. C'est un peu ça. En vrai, on a tenté. Tu vois, on a tenté le truc. Après, mon bagage de développeuse, comment il m'a aidé dans cette expérience, c'est que comme je suis dev et que justement, entre mes expériences entrepreneuriales, j'avais clairement plus d'argent du tout. J'ai passé 3 ans avec 20 Flips, ça m'a rapporté rien du tout. Mais j'ai fait beaucoup de freelance, en fait, pour m'aider en même temps, en fait. Parce que j'avais besoin d'argent, puis tu sais, j'avais besoin de payer mon loyer, j'avais besoin de vivre, en fait, tu vois. Donc, j'ai fait beaucoup de freelance. Donc, je développais en Java, j'ai développé des applications mobiles aussi. Donc, je travaillais énormément. Donc, vraiment, je travaillais beaucoup pour justement pouvoir, à côté, redévelopper justement, repartir sur une expérience entrepreneuriale. Donc, mon bagage de dev, comment il m'a aidé? C'était parce que dans ma tête, je me suis toujours dit, si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Je rebondirai. Je suis dans un domaine où il y a beaucoup de jobs, clairement. Donc, je n'avais pas peur. J'avais pas peur. Je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas grave. J'avais plus peur de l'échec parce que j'avais déjà vécu. J'avais pas peur, en fait, de ne pas réussir financièrement parce que je sais que je pouvais retrouver, j'avais confiance en mes capacités et puis je savais que je pouvais retrouver un travail rapidement. Donc, en fait, j'y suis allée tout simplement. Voilà. Ok. C'est une bonne, effectivement, une bonne approche. Est-ce que il y a peut-être des gens, tu vois, qui se posent la question de créer une boîte et qui, pour un tas de raisons, l'ont pas encore fait. Pour toi, c'est quoi la bonne question à se poser pour savoir si on est fait pour ça ou pas? Moi, ma philosophie sur est-ce que c'est le bon moment de créer sa boîte, j'ai tendance à dire que oui, c'est toujours le meilleur moment, c'est maintenant. Donc, si vous êtes prêt à le faire, faites-le. Mais au-delà de ça, est-ce que pour toi, il y a une question à se poser pour vraiment répondre à la question, est-ce que je suis fait pour ça ou pas? Ouais, ça, c'est une super bonne question et souvent, on me la pose en fait en me disant, mais parce que c'est vrai que ça donne envie à des gens de se dire, ouais, ça a l'air facile comme ça. Tu vois, comme j'en parle, ça a l'air facile. Oui, je suis allée au Canada, je travaillais en côté en freelance pour gagner de l'argent, puis j'ai monté ma boîte, puis voilà, ça a fonctionné. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est énormément de travail, énormément de sacrifices. Parce que pour moi, je suis vraiment, il y a rien sans rien, en fait. Mais ça dépend aussi quel type de boîte tu veux créer. Donc, en fait, la question à se poser, c'est de pas voir l'entrepreneuriat forcément comme une boîte avec beaucoup d'employés, multinationale, avec beaucoup de choses, etc. Parfois, tu peux juste voir l'entrepreneuriat, et c'est pas le mot juste qu'il faudra employer, c'est voir l'entrepreneuriat comme je suis freelance, et puis je suis très correcte avec le métier de freelance. Moi, je veux travailler 6 mois dans l'année, profiter de la vie 6 mois après, mais ça, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Donc, la première question à se poser, c'est, souvent on te la pose en entrevue, tu sais, genre, où tu te vois en fait dans 3 ans, mais c'est plus où tu te vois toi, où est-ce que tu aimerais que ta boîte aille
dans 3 ans? Est-ce que tu veux être seul? Est-ce que tu veux être deux? Est-ce que tu veux manager des gens? Est-ce que tu veux avoir quel rôle? Donc peut-être se faire un peu une introspection avec soi-même, de se dire, OK. Mais quand tu te fais ton introspection, tu te dis, OK, si tu te vois PDG d'une multinationale avec plein d'employés partout dans le monde, imagine le travail que tu auras, hein, parce qu'il n'y a rien sans rien, il faut énormément travailler. Est-ce que tu es prêt à travailler beaucoup? Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? Est-ce que tu es prêt forcément à te lancer, à apprendre des choses en même temps? Parce que quand tu es entrepreneur, tu dois travailler au quotidien, tu dois gérer plein de choses. Tu as ta vie à gérer aussi, mais tu as aussi des choses à apprendre, tu as des choses à faire. Donc, est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu es prêt à apprendre des nouvelles choses? Est-ce que tu es prêt à sortir de ta zone de confort? Donc, toujours se poser la question. Et essayer de se projeter, tu sais, fermer les yeux et puis de faire un peu une projection, de se dire, OK, est-ce que je me vois faire ça le matin? Tu sais, un peu comme, pas de l'hypnose, mais tu sais, vraiment se mettre dans une situation de c'est déjà arrivé, est-ce que je me vois faire ça? Parce que si tu te vois pas travailler énormément, si tu te vois pas justement apprendre tous les jours des nouvelles choses, être sur l'ordinateur beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses, des outils qu'il faut utiliser, tu vois. Est-ce que tu te vois faire ça? Si tu ne te vois pas faire ça, tu te dis, oh non, moi, j'aime pas, ça me saoule, ou j'ai juste envie, c'est d'être en vacances. OK, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu imaginerais pas, justement, ta façon de vivre différemment pour répondre à tes besoins? Pour moi, en fait, il faut vraiment prendre en compte qui on est au fond de nous. Mais ça, c'est parce que, voilà, j'ai envie de dire, j'ai plus 20 ans, mais tu sais, maintenant, je sais ce que je veux, je sais qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie. Et j'essaye que mon travail ou mes expériences répondent aussi à où est-ce que j'ai envie d'aller, tu vois, personnellement. Et je sais pas encore une fois si je réponds à ta question, Bruno, je suis désolée. Mais pour moi, mon conseil, c'est vraiment avant de se jeter dans l'entrepreneuriat en se disant, ouais, je vais être millionnaire, je vais être milliardaire, je vais faire ça. OK, bah, franchement, moi, je trouve c'est génial, hein, si les personnes veulent faire ça, mais est-ce que tu es prêt à faire tout pour y arriver? Beaucoup de sacrifices, beaucoup de nuits sans dormir, de nuits fatiguées, il y a beaucoup de travail et beaucoup d'impact émotionnel aussi, parce que ça prend énormément. Oui, il y a le travail, mais il y a beaucoup d'up and down, toujours, dans les projets. Tu l'as sûrement vécu et on l'a tous vécu. Il y a des moments de doute, des moments de victoire. T'apprends énormément sur toi-même. C'est dur, mais c'est génial, en fait. Si ça répond vraiment à ce que t'es toi, au fond de toi, tu vas être trop heureux. Ouais. C'est effectivement une très bonne, j'ai envie de dire même conclusion. Je pense que ça peut être effectivement un truc sur lequel on pourrait terminer. J'aurais juste 2 questions pour toi avant de terminer. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs, que ce soit tech ou non tech, un livre, un film, une série, un compte YouTube, je sais pas. Ouais, ben déjà, tu sais, on parlait un petit peu, vous avez vu quand je parlais, mais il y a beaucoup de développement personnel pour moi qui est intéressant à faire. En plus de notre métier, essayer de lire des livres qui sont complètement hors de notre spectre pour essayer juste de comprendre des nouvelles choses. Mais beaucoup le développement personnel, mais aussi des personnes veulent commencer à apprendre sur eux-mêmes. Peut-être les accords Toltec qui est très intéressant. Moi, c'est un livre il est petit, hein, je le lis, je le relis, j'essaye vraiment de me l'approprier. Ça, c'est hyper intéressant. Et puis, pour les personnes qui veulent venir au Canada, il y a notre blog qu'on a sur notre site Mapleur qui est écrit justement qui n'est pas écrit par ChatGPT. Ça, je le dis maintenant. On pourra en reparler, mais c'est écrit par des personnes de chez Mapleur qui ont vécu l'expérience. C'est des personnes du business, il y a des personnes de l'équipe recrutement, des personnes de l'équipe des développeurs qui ont écrit justement des articles sur notre site qui montrent l'expérience justement de vie au Canada. Et sinon, après, pour les contenus, les autres livres que je propose aux gens de lire, c'est vraiment basé sur leur intuition, en fait. Juste se lancer sur un domaine hors en écoutant ce qu'on a au fond de nous. Ok, très, très top. Et dernière question, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Moi, je suis espace. Top. Merci beaucoup, Marion, pour cet épisode. Plaisir, avec plaisir, Bruno. Merci de m'avoir invité outre-Atlantique et de m'avoir écouté. Eh ben, écoute, c'était avec grand plaisir et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'on vous a donné envie d'entreprendre parce que c'est vraiment une aventure phénoménale. Je trouve que c'est un truc passionnant, mais effectivement, Marion le dit très justement. Il faut être prêt à faire tous les efforts et tous les sacrifices qui vont avec. Parfois, ça vaut le coup et parfois, ça fonctionne pas comme on veut.
mais ça, d'une certaine façon, ça vaut le coup quand même de le faire. Donc voilà, si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure et que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter Marion ou peut-être même moi si vous en avez envie, ou plein d'autres entrepreneurs partout à travers le monde. Je sais qu'il y en a plein qui sont toujours ravis de partager leurs expériences. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.